Eh bien, je remercie Anne-Françoise Trolat de me laisser l'animation de cette table ronde. Donc, je pense qu'elle m'a choisi parce que je suis une des rares personnes qui a lu peut-être la plaquette et qui a essayé de la comprendre. Je ne dis pas que j'ai tout compris, mais je pense que au moins j'ai essayé. Donc, eh bien, on va faire on va laisser la parole donc aux trois experts qui sont là. On va commencer par Hervé Prévost de l'AFPA. Qui va vous faire part de ses impressions lors du consensus et de son analyse également du texte. Et peut-être qu'il aura quelques prospectives ou quelques analyses supplémentaires à nous donner. Hervé. Bien. Donc effectivement, je travaille à l'AFPA et de ce point de vue-là, peut-être j'aurai un point de vue particulier puisque je m'intéresse plus spécifiquement à la formation professionnelle des adultes, où j'ai une responsabilité pour la professionnalisation des formateurs de l'AFPA. Mais en fait, pour dire comment je me suis associé à cette aventure humaine, je commencerai par dire que en fait, j'y croyais pas du tout. Il me semblait que c'était un pari impossible que d'essayer de définir la complexité des pratiques qui recouvrent le champ de l'individualisation de la formation, et je me disais ça doit être un piège comme il peut y en avoir autour de ces questions-là. Et finalement, je trouve que c'est très... Et donc, d'une certaine manière, ça devait être une prétention de ma part de dire on va écraser ma pensée, puisque ça doit être la meilleure par principe, puisque dès le départ, on me disait que j'étais un expert. Et en fait, oui, je pense que c'était très cohérent par rapport à la thématique, qui est finalement de se mettre d'accord entre individus par rapport à une question qui nous intéresse tous dans nos pratiques et dans nos conceptions de la personne. Voilà, alors moi, ce à quoi je me suis attaché, et peut-être vous retrouverez en lisant la plaquette, c'est de réinterroger l'intention éducative qui sous-tend les démarches d'individualisation et d'une certaine manière le projet institutionnel, politique de transformation des pratiques sociales, plus particulièrement pour ce qui concerne la professionnalisation des acteurs. Alors pour moi, l'enjeu principal, c'était sortir l'individualisation d'approches technicistes, d'approches très programmatiques, d'approches scientistes. Donc d'essayer de faire éclater ces notions-là, où quand on regarde par exemple les définitions de l'AFNOR, sur lesquelles on s'est appuyé pour voir comment on avait à les faire évoluer, on s'aperçoit que c'est quand même très procédural et que ça réinterroge la notion d'individualisation. Alors quatre conséquences ou quatre interrogations fondamentales pour repenser l'individualisation. Il me semble que ce qui est important, et je crois quand même la qualité de ce que nous avons fait, et ça grâce au collectif que nous avons pu faire vivre, c'est d'essayer de favoriser l'éco-construction. Ça, je crois que ça transparaît dans le texte. Ça m'apparaît essentiel si on veut assurer la continuité des parcours notamment et d'inscrire la question dans les pratiques. C'est-à-dire qu'on a peut-être aujourd'hui tendance à dissocier les financements, on le vit tous, mais aussi d'organiser les dispositifs en séparant les logiques d'orientation, les logiques de formation et les logiques de certification, alors qu'une question centrale concerne la continuité des parcours, et ceci tout au long de la vie. Deuxième élément qui m'apparaît important et qui est traduit notamment dans le programme de la journée, c'est de poser la problématique de l'individualisation d'un point de vue social. Puisque normalement on va terminer sur cet accent-là, c'est la socialisation individualisante ou l'individualisation socialisante. Ça m'apparaît un élément très, très important qui va peut-être nous faire sortir d'une équation où individualisation voudrait dire réduction des parcours et optimisation
quantitative de la formation, je crois qu'on arrive à une limite par rapport à ce qui est possible et qu'il est important de réinterroger les process, y compris pour faire des économies. Mais je suis pas sûr que de penser uniquement la réduction amène à des économies si la question de la formation professionnelle notamment vise l'emploi et la performance dans les activités professionnelles. Troisième point, c'est peut-être on aura l'occasion d'y revenir, c'est ce qui concerne la question de l'ingénierie et qui renvoie à ce que certains appellent une ingénierie de la demande. C'est d'essayer de faire travailler ensemble les différents acteurs qui vont contribuer au processus de formation. Et là, je veux dire faire travailler les commanditaires, les prescripteurs, les formateurs et le bénéficiaire direct de la formation. Là, il y a un enjeu très très fort, me semble-t-il, pour arriver à des conceptions et des pratiques qui tiennent compte de ce qui est opportun et faisable. Donc là, il y a du grain à moudre. Quatrième point, c'est d'essayer de faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait, notamment sur la question de l'autodétermination qui a traversé nos débats et nos réflexions, mais qui renverrait peut-être à l'idée de citoyenneté. C'est-à-dire notamment quand on travaille avec des adultes, peut-être avec des enfants aussi, mais là je ne m'engagerai pas. Je pense qu'il est bien de se rappeler que les adultes sont aussi des citoyens et que leur devenir doit être présent dans les préoccupations de formation. Ce qui me semble apparaître aussi dans le texte, qui renvoie notamment à une approche plus sociale de la question, c'est de voir l'enjeu de la construction identitaire, notamment dans des parcours de formation qualifiante qui associe un projet de formation à un projet d'insertion professionnelle et de réflexion de la personne au cours de sa vie. Et puis, quelque chose qui m'apparaît également très important, c'est de considérer la question de l'individualisation de la formation, notamment quand on la pense au cours de la vie, dans des alternances qui amènent à inverser de manière fondamentale la question de la formation individualisée, non pas en tenant compte des acquis, au sens où on pourrait déposséder la personne de ses acquis pour lui prescrire un parcours de formation, mais vraiment de partir d'un travail de reconnaissance de son expérience pour reconstruire de la connaissance et de la compétence. Voilà en première approche. Je ne sais pas si je suis dans le temps. Tu as même encore un petit peu de temps, hein, si tu le souhaites. Peut-être développer un peu l'idée que j'annonçais sur ce que j'ai appelé la transformation de l'expérience. Alors moi, mon maître, c'était un monsieur qui s'appelle Gaston Pinault, et dans une formule relativement simple, il nous disait que un enjeu de la formation, c'est la mise ensemble et la mise ensemble, en sens. Donc la formule est simple, la mise en œuvre est plus compliquée, mais je pense que par exemple, de se dire que la formation individualisée doit s'attacher à articuler, à conjuguer les apprentissages formels, informels et non formels. Je pense que déjà, si on a cette préoccupation-là au sein des dispositifs pour lesquels on a des responsabilités ou des pratiques pédagogiques dans lesquelles nous sommes impliqués, je pense qu'on pourra avancer. Notamment, ce qui m'apparaît... ce qui a été révélateur de ce point de vue-là, c'est ce que nous a amené la VAE. La VAE peut être perçue juste comme un dispositif d'évaluation, mais si on s'intéresse à la question de l'accompagnement, on inverse les termes, plutôt que de dire validation des acquis d'expérience,
on pourrait dire, mobilisation de l'expérience pour en révéler les acquis et en trouver une valeur sociale. Et dit comme ça, on peut aller jusqu'à penser des dispositifs de formation qui repartent de la reconnaissance de l'expérience, tout en mobilisant la personne dans son cheminement. Donc, il y a une question autour de l'individu. Pour ma part, alors c'est peut-être pas forcément très présent dans la définition, mais c'est aussi ce qui m'a intéressé dans la démarche, c'est que le consensus qui n'écrase pas le point de vue particulier, puisque normalement dans un ouvrage qui doit paraître prochainement, il y aura l'ensemble des textes des experts et le consensus lui-même. Moi, je me suis intéressé à l'idée d'une personne qui serait sujet, hein, c'est-à-dire l'idée d'une personne qui cherche à se comprendre et qui se projette dans un devenir. Et là, donc, on voit bien que si on travaille à partir du sujet, on ne peut plus intervenir de manière programmatique. C'est bien le sujet lui-même qui rentre dans un processus de co-construction, tel que je l'évoquais tout à l'heure, pour se penser lui-même et pour travailler son devenir. Alors, la transformation de l'expérience, pour moi, juste en quelques mots, et pour conclure, c'est apprendre dans les 3 dimensions temporelles de l'expérience. C'est-à-dire pas considérer l'expérience uniquement comme le résultat d'une concrétion ou d'une accumulation liée à l'histoire passée, même si ça fait partie de la question, parce que notamment pour remobiliser une expérience, il faut revenir à ses consolidations ou à ses cristallisations ou à ses routines. Mais c'est aussi considérer le temps présent, c'est-à-dire la question du contexte, dans quel contexte l'expérience est mobilisée, quels sont les facteurs influençants, quelles sont les contraintes, et surtout de travailler aussi sur la visée, c'est-à-dire la question du projet, qui renvoie notamment à la personnalisation, point que nous avons essayé de traiter sur la dernière page du document. C'est ça, la personnalisation de la relation pédagogique. Voilà, donc là, ce qui m'apparaît en tout cas très central par rapport à la question de l'individualisation, c'est de voir comment, sans échapper à notre responsabilité de formateur, c'est de voir comment on peut travailler la transformation de l'expérience entre un champ d'assujettissement qui est lié à notre culture, à notre histoire, à notre éducation, et comment on va pouvoir se projeter dans des opérations, des actions, des actions collectives dans lesquelles chacun pourra trouver sa place. Voilà en quelques mots ce que j'avais envie de vous dire, et tout ça évidemment a des conséquences énormes sur la question de l'ingénierie. Je pense qu'on est à un moment, si on veut essayer de considérer la définition telle qu'on l'a formulée de la formation individualisée, on a complètement à repenser les différentes ingénieries que nous avons à mettre en œuvre, pour les rapprocher le plus possible de là où ça se passe, c'est-à-dire là où les personnes sont en formation. Merci de votre attention. Merci beaucoup Hervé Prévost. Donc maintenant, si vous avez quelques questions, donc avant de passer à la seconde intervention, donc vous pouvez avoir des questions de précision ou de compréhension. Pas que tu n'aies pas été clair, mais voilà. Puis on est aujourd'hui, c'est une journée de rencontre, hein, donc rencontre, ça veut dire que la rencontre est dans tous les sens. Donc on attend vos contributions également, et donc vos réactions et vos questions.
Alors, est-ce que quelqu'un va se lancer en premier? Je doute pas qu'on va devoir vous faire taire au bout d'un moment, donc, mais c'est toujours difficile de démarrer. Où ça? Ah, juste derrière. Michel Hembert, ministère d'Éducation. Michel Hembert, ministère de l'Éducation nationale. C'est une question peut-être un petit peu traite et méchante. Tu as beaucoup parlé d'individualisation. Et à la fin, juste à la fin, tu es revenu sur la notion de formation individualisée, la définition qui a été donnée. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est une façon de présenter? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière cet exposé? Oui, c'est très méchant, mais dans le même temps, c'est un petit peu entraîné parce que ça nous a traversé, notamment au cours de la conférence de consensus, parce que à un moment donné, on ne savait plus si on travaillait sur l'individualisation ou la formation individualisée. Moi, en première différenciation, je dirais qu'il y a un processus qui renvoie à la fois des finalités, des conceptions, des philosophies qui, de mon point de vue, se rapprochent de la notion d'individualisation, auquel je suis effectivement très attaché. Et il y a un champ de pratique qui correspond à des manières de faire dans des champs de contraintes et avec des objectifs spécifiques qui caractérisent des formations individualisées. Alors, moi, je n'ai pas envie d'aller beaucoup plus loin dans la différenciation. Je pense que, évidemment, l'un a une influence sur l'autre, mais bon, ouais, je dirais pas. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. D'accord. Michel en parlera tout à l'heure aussi dans son intervention. Il y a d'autres réactions? Un peu moins méchantes. Oui. Donc, Jean? Jean Besançon, Institut Éduterre. Enfin, la dichotomie ne va pas être entre méchant et gentil pour la journée. C'est une interrogation que je ferai sur presque ta dernière phrase. Tu dis finalement ce qui serait peut-être important, c'est de rapprocher les ingénieries de là où ça se passe. Là où se passe la formation. Et alors, avec l'esprit taquin, je me dis, est-ce que c'est vraiment la question, surtout quand je lis, alors moi je ne suis pas comme Marc Abouka, je n'ai pas lu les 4 pages, mais j'ai essayé de lire attentivement la première, enfin du moins les 3 premières, la dernière j'ai eu un peu plus de mal, et je me suis arrêté sur la définition que vous avez élaborée, qui me va personnellement très bien, et je pense à son 3e terme, qui est une formation individualisée. C'est une formation co-construite, négociée entre les parties prenantes, qui concrétise l'interaction entre un projet de formation institué, et les projets de formation individuels. Et donc, j'avoue que cette dimension-là m'importe beaucoup. J'y reviendrai peut-être dans la journée. Et donc, de se dire qu'un des points très importants, du moins que vous avez l'air sur lequel les experts vous vous êtes mis d'accord, c'est de dire que cet aspect de la négociation entre les parties prenantes. En règle générale, la négociation, de mon point de vue, ça commence assez largement avant que la formation ne commence. Donc un éclairage sur ce point-là m'intéresserait bien, sur le qu'est-ce qui se passe avant. Voilà. Bien, donc juste une petite précision, c'est vrai que cette question est une question de fond qui va être traitée par les 2 autres intervenants. Donc je pense qu'on y reviendra peut-être à la fin, de façon à ce que ça n'empiète pas sur les interventions des uns et des autres. Là, on reste un petit peu pour l'instant sur des questions plus de précision ou de compréhension.